Cette semaine, nous allons revoir quelques bases de la statistique. Dans un premier temps, nous allons nous consacrer aux statistiques dites descriptives. Dans ce cadre, on observe des réalisations y1, yn de variables aléatoires. On suppose par simplicité que les observations sont indépendantes et identiquement distribuées selon une loi P de y. Un objectif possible en statistique est d'apprendre des caractéristiques de P de y à partir des y1, yn. C'est le cadre de ce qu'on appelle l'estimation. Un autre objectif peut être de prédire le comportement d'une observation qui va arriver et que l'on note yn plus 1. Du point de vue du vocabulaire, quelques termes sont absolument à connaître. Tout d'abord, le vecteur y, composé des coordonnées y1, yn, s'appelle l'échantillon. On dit aussi qu'il est de taille n. Ensuite, on parle de grandeur théorique pour les quantités qui dépendent de la loi inconnue P de y. Un exemple typique est l'espérance de y sous la loi P de y. On parle de grandeur empirique pour les contreparties calculées avec la mesure empirique. Ainsi, pour le cas de l'espérance, la moyenne est la contrepartie empirique. On peut reformuler un de nos objectifs comme étant d'apprendre des caractéristiques de P de y à partir uniquement des informations empiriques. La statistique descriptive est souvent la première étape quand on est confronté à de nouvelles données. La première analyse ne repose sur aucune hypothèse sur P de y. C'est avant tout une analyse qualitative. Dans la suite, on va avoir de nombreuses statistiques pour décrire les données. Il se trouve qu'une statistique est simplement une fonction de y1, yn. Commençons par rappeler la plus fameuse des statistiques. C'est bien sûr la moyenne empirique. Cette quantité que l'on avait vue en optimisation est simplement la somme des observations divisée par la taille de l'échantillon. Une autre interprétation est que c'est le produit scalaire entre le vecteur y et le vecteur constant de valeur 1 sur n. Une autre statistique classique pour résumer les données est la médiane. En fait, il faudrait plutôt parler d'une médiane. C'est une quantité qui permet de séparer les données en deux parties égales. Celle-ci n'admet pas une définition unique, mais la plupart des logiciels la calculent ainsi. Si le nombre d'observations est impair, la médiane est l'observation du milieu. Dans le cas pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales. C'est ce cas qui est affiché sur l'échantillon représenté. En comparant la médiane et la moyenne, il est clair qu'en général, ces quantités sont différentes. Un intérêt particulier de la médiane est sa robustesse aux points atypiques. C'est une des raisons pour lesquelles en économie, on parle rarement de salaire moyen, mais plutôt de salaire médian. En effet, une personne avec un salaire énorme tirerait la moyenne vers le haut, sans pour autant refléter mieux la situation des autres personnes dans la population. Maintenant qu'on a vu deux statistiques de centrage, on va s'intéresser à des statistiques de dispersion. La plus connue est la variance. C'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Elle peut aussi s'interpréter à un facteur 1 sur n près, comme la distance entre le vecteur d'observation et le vecteur de coordonnées égal à sa moyenne, distance prise au carré. L'écart type, quant à lui, est simplement la racine carrée de la variance. On peut également construire une statistique de dispersion à partir de la médiane. C'est la déviation médiane absolue, qui n'est que la médiane des écarts à la médiane. Cette quantité bénéficie également de la propriété de robustesse qu'on avait vue sur la médiane. Passons maintenant à l'histogramme. Cette statistique permet d'approcher la densité de l'échantillon par une fonction constante par morceau. On répartit les données dans des cases dont l'aire est proportionnelle au nombre de données tombant dans chacune d'entre elles. La fonction de répartition empirique est la version cumulée de l'histogramme. Elle approche la fonction de répartition. Pour un point U, on compte alors la proportion des données qui sont inférieures à ce niveau U. Une telle fonction est aussi constante par morceau, et l'on peut voir que les sauts sont de taille 1 sur n. De manière liée, on parle de la fonction quantile ou des quantiles empiriques. La fonction quantile empirique n'est rien d'autre que la fonction inverse de la fonction de répartition empirique. Pour un nombre p entre 0 et 1, le quantile d'ordre p est la n fois pm plus grande valeur.
Dans le cas P est égal à 1,5, on retrouve la définition de la médiane. Et comme la médiane, il peut ne pas y avoir unicité d'une telle valeur. Il faut donc vérifier comment chaque logiciel calcule une telle valeur. Nous avons affiché deux exemples sur la figure associée. Le quantile à 0,44 qui vaut 1,24 et le quantile à 0,87 qui vaut 6,28. Enfin, nous allons introduire deux mesures de similarité entre deux échantillons. Pour cela, on commence par considérer la covariance empirique entre x1, xn et y1, yn. Celle-ci est définie comme le produit scalaire entre les versions recentrées des vecteurs x1, xn et y1, yn, et ce, à un terme 1 sur n près. La corrélation est donc exactement le cosinus de l'angle entre les vecteurs x et y recentrés. Ce point est illustré en dimension n égale 3. Si l'on prend deux vecteurs d'observation de norme 1, ces vecteurs vivent sur la sphère unité. L'angle φ qu'ils forment admet pour cosinus le produit scalaire entre x et y. La notion de corrélation est donc intimement liée à une notion d'angle entre deux vecteurs d'observation. On emploie également le terme de corrélation entre deux variables. Regardons quelques exemples de jeux de données pour lesquels on a calculé les corrélations empiriques. Les cas 1 et -1 sont les plus significatifs. Dans de tels cas, il y a une relation linéaire entre les variables. Le signe dépend alors simplement de l'orientation des données. Dans le cas +1, les données sont proportionnelles et les deux quantités grandissent en même temps. Dans le cas -1, les variables évoluent de manière opposée. Dans la zone intermédiaire où la corrélation est nulle, voire petite, on ne voit pas de relation de linéarité entre les variables. C'est ce qu'on appelle des variables décorrélées. Donnons d'autres exemples de jeux de données décorrélés ou qui sont proches d'être décorrélés. C'est le cas pour un jeu de données qui peut être regroupé en grappes. C'est également le cas pour un jeu de données uniformément réparti dans un carré. Enfin, il en est de même pour un jeu de données uniformément réparti dans une couronne. Pour terminer cette partie, voici un exemple obtenu par la fonction scatter-matrix sur la base de données iris. On voit ici facilement l'intérêt de synthétiser l'information par des histogrammes. De plus, on a choisi des types de couleurs différentes pour afficher les différentes variables qualitatives d'intérêt, en l'occurrence le type de fleur. Le code source permettant de reproduire les dessins est disponible en Python dans la partie ressources du site.